Waouh, les petits angoissés! Peut-on recevoir un message d'une âme en peine? C'est ce que nous allons voir. C'est parti! Monsieur et Madame Fitzgerald prennent tranquillement leur dernière tasse de thé de la journée. À 35 ans, Monsieur Fitzgerald est ce que l'on appelle un homme arrivé. Il est cadre dans une importante société automobile et cela fait 3 mois qu'ils se sont installés, sa femme et lui, dans ce coquet cottage de Portsmouth, sur la côte anglaise. Il est 10 heures du soir et ce 15 octobre 1975, les époux Fitzgerald suivent distraitement les programmes de la télévision avant d'aller se coucher. Soudain, un bruit dans leur dos les fait se retourner. C'est Alice, leur fille, 7 ans, qui descend l'escalier en chemise de nuit. Madame Fitzgerald se lève de son fauteuil et va vers elle. « Eh bien, Alice, que se passe-t-il? Tu ne dors pas encore? Il est tard !» Mais l'enfant ne répond pas et continue à descendre les marches. Sa mère s'impatiente quelque peu. « Réponds, voyons, Alice, tu as soif? Tu veux… » Elle s'arrête tout à coup de parler et fait signe à son mari de venir. Celui-ci se lève à son tour, brusquement inquiet. L'enfant est arrivé en bas de l'escalier et se dirige maintenant vers la cuisine. Madame Fitzgerald se place devant elle. Alice a les yeux grands ouverts, mais son regard est vide. Elle semble ne rien voir. Et sa démarche n'est pas normale non plus. Elle ressemble à celle d'un automate. Pas de doute, elle dort. Elle est en train de faire une crise de somnambulisme. Alice traverse la cuisine sans s'arrêter, ouvre la porte et sort dans le jardin. Son père et sa mère la suivent, ne sachant trop que faire. Ils la voient traverser la pelouse, parfaitement entretenue comme celle de tous les cottages anglais, se dirige avec sûreté entre les arbres du jardin et s'immobiliser tout au fond, devant le tas de sable que lui a installé son père pour qu'elle puisse jouer avec son seau et sa pelle. 2 minutes s'écoulent dans le jardin obscur et silencieux, déjà froid en cette nuit d'octobre. À la fin, Madame Fitzgerald se décide. Elle prend doucement la main de sa fille et lui murmure « Viens Alice, il faut rentrer ». L'enfant, docilement, se laisse conduire et ramener à sa chambre. Une fois qu'elle est couchée, ses parents commentent l'étrange événement qui vient de se produire. C'est la première fois qu'Alice fait une crise de somnambulisme. Jusque-là, elle avait au contraire un sommeil particulièrement paisible. Mais il ne s'inquiète pas outre mesure. C'est sans doute qu'elle ait été énervée au moment de se coucher. Peut-être le thé qu'elle a pris tout à l'heure. Était-il un peu fort? Ils ne lui donneront plus de thé le soir. Et si cela se reproduit, ils appelleront un médecin. Le lendemain, alors que son mari est déjà parti au travail, Madame Fitzgerald interroge la fillette. « Alice, est-ce que tu as fait un rêve cette nuit ?» L'enfant répond d'un ton animé. « Oh oui, maman, c'était un drôle de rêve. Une petite fille m'appelait, elle me disait « Viens jouer dans le tas de sable avec moi ». J'y suis allée et j'ai attendu, mais il n'y avait personne. » Le soir, à son retour, Madame Fitzgerald raconte le rêve à son mari. Ils en parlent encore quelque temps et ni l'un ni l'autre n'y pensent plus. Ils ont vite oublié l'incident du 15 octobre. Mais le 8 novembre, 3 semaines après, la même chose se reproduit. Alors qu'ils sont devant leur télévision, Monsieur et Madame Fitzgerald entendent dans leur dos un pas léger et mécanique descendre les escaliers. Alice s'avance, dans sa chemise de nuit, avec des gestes raides, le regard inexpressif, semblable à une poupée grandeur nature. Comme la première fois, elle va dans la cuisine et ouvre la porte. Un souffle d'air glacé s'engouffre dans la maison. Madame Fitzgerald a un mouvement, mais son mari la retient. Il ne faut surtout pas la réveiller, il paraît que c'est dangereux. Alice s'avance pieds nus en chemise de nuit. Elle semble totalement insensible au froid. Elle traverse la pelouse et s'immobilise encore une fois devant le tas de sable. Quand sa mère lui prend la main pour la reconduire, elle la suit sans résistance. Cette fois, les Fitzgerald sont inquiets. Il n'est plus question d'événements ou de thé trop fort. Leur fille est somnambule. Dès demain, ils appelleront un médecin. Le lendemain, le praticien trouve l'enfant en excellente santé. Après l'avoir examiné, il l'interroge. « Est-ce que tu as rêvé cette nuit ?»« Oui, la même petite fille m'a appelée. Elle m'a dit « Tu es endormie ?» Et moi aussi, je suis endormie. « Viens me voir dans le jardin des rêves. » J'y suis allée, mais elle n'était pas là. En dehors de la présence de la fillette, le médecin conclut devant les parents. « Votre fille est troublée par un souvenir.
Il a dû lui arriver quelque chose dans le jardin, quelque chose qui l'a tellement impressionnée qu'elle préfère l'oublier à l'état de veille. Mais la nuit, dans ses rêves, ce souvenir lui revient. À votre avis, qui peut être cette petite fille ? Madame Fitzgerald a un geste d'impatience. Je ne vois vraiment pas. Nous venons d'arriver à Portsmouth. Elle n'a pas encore eu le temps de se faire des amis. Elle joue toute seule. Le médecin hoche la tête. Et est-ce qu'il y a un endroit particulier du jardin où elle se rend pendant ses crises ? Oui, elle va devant son tas de sable. Avez-vous eu l'idée de le fouiller ? Peut-être a-t-elle déterré quelque chose. Déterré quelque chose ? Monsieur Fitzgerald se sent mal à l'aise avec ces mots. C'est peut-être beaucoup plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Docteur, pouvez-vous rester auprès d'Alice ? Je ne voudrais pas qu'elle me voie. Je vais fouiller le tas de sable. Quelques minutes plus tard, Monsieur Fitzgerald revient dans la chambre où Alice bavarde tranquillement avec sa mère et le docteur. Il est tout pâle. Il leur fait un signe à tous les deux de le suivre dans le salon. Là, il dit à sa femme à voix basse « Chérie, il va falloir renvoyer la petite chez les parents pour un moment. Il ne faut pas qu'elle puisse voir tout ce qui va se passer. » Madame Fitzgerald sursaute. « Enfin, mais qu'est-ce qui arrive ?» Son mari lui répond d'une voix blanche. « Sous le tas de sable, à une dizaine de centimètres de profondeur, j'ai trouvé une poupée, une robe de fillette et des ossements humains. » Arrivé le jour même, le lieutenant Smithson fait porter les restes tragiques à l'Institut médico-légal et demande au Fitzgerald de se tenir à sa disposition. Pourtant, il ne croit pas qu'il soit pour quelque chose dans cette étrange affaire. Bien qu'il ne soit pas lui-même un spécialiste, il lui semble que ces ossements sont très anciens. Effectivement, 48 heures plus tard, le résultat de l'expertise lui parvient. Il s'agit d'un squelette d'un enfant du sexe féminin entre 7 et 8 ans. La mort remonte à entre 20 et 40 ans. Il est impossible d'être plus précis. Les causes du décès ne peuvent être déterminées, le squelette ne portant aucune fracture. Le lieutenant Smithson se fait communiquer tous les dossiers concernant les disparitions inexpliquées d'enfants s'étant produites entre 1935 et 1955. Quand il a devant lui cette pile de documents à la reliure démodée, recouverts de poussière, il ne peut s'empêcher d'avoir une impression curieuse. Tout est étrange dans cette affaire. Ce rêve d'une petite fille, cette autre petite fille dont personne ne sait rien. Combien y a-t-il dans toute l'Angleterre de cas de ce genre, de mystères, de drames enfouis à jamais dans l'oubli ? C'est un travail de fossoyeur d'archéologue qui l'attend. Il va devoir faire parler les morts, enquêter dans des lieux qui n'existent plus. Oui, enquête d'outre-tombe, qui sera sans doute l'une des plus difficiles de sa carrière. Au bout de 2 jours d'investigation, le lieutenant Smithson tombe enfin sur ce qu'il cherche. La petite Barbara Taylor a disparu en mars 1945, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, et elle habitait le cottage des Fitzgerald. Cette découverte ne fait guère plaisir au lieutenant, mais 1945, c'est encore la guerre et les investigations policières ont été menées avec moins de soin pendant cette période qu'en temps de paix. Voici néanmoins les faits, tels que les résument les différents rapports de police de l'époque. Le 3 mars, Marjorie Taylor, résidant dans une maison actuelle des Fitzgerald, vient signaler à la police la disparition de sa fille Barbara, 8 ans. Barbara était partie dans l'après-midi pour se rendre à l'anniversaire d'une de ses amies, Ruth Williams, qui habitait quelques rues plus loin. Le soir, ne la voyant pas rentrer, sa mère s'est inquiétée. Elle s'est rendue chez les Williams, ceux-ci lui ont appris, à sa stupeur, qu'ils n'avaient pas vu Barbara. Ils étaient eux-mêmes inquiets et se proposaient d'aller la voir pour lui demander si elle n'était pas malade. La police a bien entendu immédiatement fait les recherches dans toute la région. On a pensé à une fugue, à un accident, au crime d'un sadique. On a exploré les plages malgré les difficultés que cela représentait à cette période de guerre. On a sondé les rivières, les lacs et les canaux. Les recherches n'ont rien donné. 1 an plus tard, en mars 1946, l'affaire a été classée. Il y a en outre, dans le dossier, quelques renseignements concernant la personnalité de la mère. Il ne semble pas avoir spécialement retenu l'attention des policiers. Depuis le début de la guerre, Marjorie Taylor vivait seule avec sa fille. Son mari avait été fait prisonnier par les Allemands au cours de la campagne de France. Celui-ci était rentré à la fin des hostilités, peu après la disparition de Barbara. Il est d'ailleurs mort très rapidement, en janvier 1946, d'une tuberculose contractée dans les camps. Le rapport de police signale enfin que Marjorie Taylor, une fois l'affaire classée, a émigré en Australie. Le lieutenant Smithson compte, bien entendu,
faire rechercher Marjorie Taylor en Australie, mais il préfère, dans un premier temps, concentrer ses recherches sur l'Angleterre. Des témoins du drame, tous semblent avoir disparu. Sauf Ruth Williams, l'amie de son âge, chez qui Barbara était censée se rendre le jour de sa disparition. Après une courte enquête, le lieutenant finit par la retrouver à Londres, où elle est modéliste dans une maison de couture. En arrivant chez elle, il a malgré lui un moment de surprise. Il était sur les traces d'une petite fille, et c'est une femme mûre qui lui ouvre. C'est vrai, Ruth Williams a maintenant 38 ans. Tout cela s'est passé il y a 30 ans. Le lieutenant Smithson a apporté la poupée retrouvée dans le jardin auprès du corps. Après les politesses d'usage, il la montre à son interlocutrice. Celle-ci manifeste une vive émotion. « Oui, c'est bien la poupée de Barbara. J'en étais jalouse parce qu'elle était plus belle que les miennes. Pauvre Barbara, je n'avais jamais voulu y croire. Je m'étais toujours figuré qu'on la retrouverait un jour. » Le lieutenant a maintenant une certitude. Il sait que la victime est bien Barbara Taylor. Mais peut-être Madame Williams pourra-t-elle fournir un indice quelconque. Parlez-moi d'elle. Vous ne voyez rien qui puisse m'aider ? Ruth Williams plisse le front. Il y a quelque chose d'émouvant à voir cette mère de famille londonienne, bien installée dans la vie, rechercher des souvenirs de petite fille. Elle s'exprime un peu comme si elle évoluait dans un rêve. Nous étions très amies, Barbara et moi. C'était même ma meilleure amie. C'était une enfant facile, très gaie de caractère. Bien sûr, nous nous disputions de temps en temps, mais c'est normal à cet âge. Ruth Williams s'arrête brusquement. Mais j'y pense, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Barbara me parlait de temps en temps d'oncle Bob. Quand je lui demandais qui c'était, elle me répondait « C'est oncle Bob ». Je n'ai jamais pu en savoir plus. D'autant qu'elle ne m'a jamais invitée chez elle. Elle me disait « Maman ne veut pas » à cause de l'oncle Bob. Cette fois, le lieutenant Smithson en sait assez. Il sait aussi qu'il ne trouvera rien de plus en enquêtant sur place en Angleterre. La suite, il ne pourra l'apprendre qu'en Australie. Une demande de renseignement est donc envoyée à la police australienne concernant Marjorie Taylor, ainsi qu'un homme prénommé Robert, dont Bob est le diminutif. La réponse ne tarde pas. 15 jours plus tard, le lieutenant Smithson reçoit le télégramme suivant. Marjorie Taylor a émigré en 1946 en compagnie de Robert Robson, qu'elle a épousé en juillet de la même année. Marjorie Robson est décédée en avril 1967. L'interrogatoire de son mari est en cours. Les policiers australiens ont pris l'affaire en main. C'est donc aux antipodes du Petit Jardin que va se résoudre cette étrange affaire. À Sydney, où habite Robert Robson, il n'y a pas vraiment d'enquête. Le mari est un homme de 65 ans, mais on lui donnerait beaucoup plus. Devant les policiers, il parle tout de suite d'une voix lasse. « Je m'attendais à ce qu'on vienne m'interroger un jour sur Barbara. Dans un sens, je préfère cela. C'était un secret trop lourd à porter pour moi seule. La pauvre Marjorie en est morte. Elle ne cessait de répéter pendant sa maladie « C'est Dieu qui me punit ». À l'autre bout du monde, plus de 30 ans après les faits, Robert Robson commence sa confession. « Je n'ai pas fait la guerre, j'ai été réformé pour malformation cardiaque. J'habitais Portsmouth. C'est ainsi que j'ai rencontré Marjorie Taylor, dont le mari était prisonnier. Tout de suite, nous ne sommes plus. Marjorie m'a convaincu d'habiter avec elle. Cela a duré 4 ans. Je m'occupais même de la petite Barbara. Je l'aimais bien. Et puis la guerre s'est terminée. Marjorie m'a dit de partir. Son mari pouvait rentrer d'un jour à l'autre. Je l'ai perdu de vue pendant près d'1 an. Je m'étais installée à Londres. Mais nous continuons de correspondre. En mars 1946, elle m'a annoncé que son mari était mort et m'a demandé si j'étais d'accord pour émigrer en Australie avec elle. J'ai dit oui. En la rejoignant, j'ai été surpris de ne pas voir Barbara. Elle m'a dit qu'elle préférait ne pas l'emmener avec elle et qu'elle l'avait confiée à ses parents. Elle nous rejoindrait quand elle serait plus grande. Je l'ai cru. C'est 1 an plus tard, alors que nous étions mariés, qu'elle m'a avoué la vérité. Elle avait tué Barbara de peur qu'elle ne raconte tout à son père. Un soir, elle l'avait étouffé pendant son sommeil et elle l'avait enterré dans le jardin. À ce moment de son discours, Robert Robson regarde les policiers. Il y a de la détresse dans ses yeux. Il a l'air d'un très vieil homme. Je sais, j'aurais dû lui dire de se dénoncer, mais j'ai été lâche ou égoïste. Je ne voulais pas qu'elle retourne en Angleterre pour y être pendue. Je voulais la garder pour moi. Je me suis tue. Marjorie a tout de même payé. Elle est morte désespérée. Quant à moi, j'ai gardé ce terrible secret. Je suis heureux d'en être enfin débarrassé. Les autorités australiennes s'en sont tenues là.
Il n'y avait aucune raison de ne pas croire la version de Robert Robson. Bien sûr, ce qu'il disait était peut-être faux. Il avait peut-être participé au meurtre de la fillette. Il était peut-être même le seul coupable. Mais après si longtemps, il n'y avait pas moyen de prouver quoi que ce soit, et c'était à lui que le doute devait profiter. L'affaire a été classée et le dossier poussiéreux du cas Barbara Taylor a rejoint les autres dans les archives. Quant aux Fitzgerald, sur les conseils du médecin, ils ont déménagé et depuis, leur fille Alice n'a plus jamais fait de crise de somnambulisme. Elle a définitivement oublié le jardin des rêves. Voilà, c'est la fin de cette histoire. En quelque sorte, c'est à une petite fille que l'on doit la résolution d'un crime presque parfait. Peut-être les deux fillettes ont-elles communiqué en rêve. À bientôt les petits angoissés.